Facebook. Donc, on va prendre l'ensemble de vos commentaires sur l'événement Facebook. Et les intervenants pourront bien sûr y répondre. Et ensuite, je poserai une deuxième question. Et là, de même, suite aux réponses des intervenants, on prendra aussi les questions qui remonteront sur Facebook et sur le webinaire. Donc, je commence avec ma première question et puis je laisserai aussi le loisir à chacun des intervenants de se présenter un petit peu plus. J'ai fait ça assez rapidement. Avec une première question que je pose à Fabienne, à Charles et Mathilde, qui est la crise climatique, sanitaire, économique, sociale. Toutes ces crises-là posent des enjeux démocratiques. On le voit à l'abstention qui est en hausse sur l'ensemble des scrutins. On le voit aussi dans la déconnexion de plus en plus de nos gouvernants dans la prise de décision entre le temps court et le temps long, notamment sur les questions climatiques, mais aussi sur les questions sanitaires qui se posent bien évidemment aujourd'hui. On est aussi dans une journée assez spéciale en matière de démocratie, quand on parle de démocratie, puisqu'il y avait des fortes mobilisations aussi face à la loi sécurité globale. Donc, je vous mets un petit peu l'ensemble de ces éléments pour vous poser la question de est-ce qu'on va vers une crise de la démocratie et comment on y fait face. Et voilà, donc est-ce que vous avez des solutions concrètes à mettre sur la table et voilà, à proposer à l'ensemble des personnes qui sont ici dans le public? Et je donne la parole à Mathilde si tu souhaites commencer, peut-être sur cette question. Oui, bonjour à toutes et tous, et j'espère que ma connexion est bonne. Je trouve que je suis dans ma belle famille en Espagne, donc parfois ça bug. Donc n'hésite pas à me faire des signes, Marie. Pour répondre de manière un peu cash, je pense qu'on est déjà dans une crise de la démocratie assez avancée. Dans le sens où on voit déjà élection après élection des taux d'abstention records qui sont salués, commentés à chaque plateau télévisé qui suit chaque élection, mais au final qui ne sont pas pris à bras-le-corps par les acteurs politiques, à mon sens, aujourd'hui. Donc ça, c'est pour moi la première crise de la démocratie, c'est finalement le fait que les citoyens et les citoyennes ne se sentent plus tous partie prenante. Et donc quand on en arrive à des élections où il y a moins de 50% de gens qui votent, quelle est la légitimité derrière des élus? Ça ne veut pas dire que les élus ne servent à rien. Je ne suis pas du tout en train de taper sur les élus et dire tous pourris, loin de là. Ce n'est pas mon discours. Mais dire qu'on a un problème et que la démocratie doit être mise à jour. Qu'est-ce qu'on veut dire par mise à jour? C'est tout simplement que nos institutions, elles ont été pensées, et moi je pense plutôt bien pensées, mais à une époque où les gens savaient peu lire, pas écrire globalement dans la société, et donc que déléguer son pouvoir était assez naturel. Aujourd'hui, on a un niveau d'éducation beaucoup plus élevé, la majorité des gens savent lire, écrire, et en plus de ça, les réseaux sociaux ont fait éruption, et donc on a pris l'habitude les uns les autres de donner notre parole, de donner notre opinion très régulièrement. Et donc c'est aujourd'hui incompréhensible de devoir limiter la démocratie à juste mettre un bulletin de vote tous les 5 ans, 6 ans, et puis le reste du temps se taire ou aller manifester. Le deuxième point, c'est justement que les formes de mobilisation qui étaient auparavant efficaces, typiquement les grèves et les types de mobilisation qu'on voit aujourd'hui, le sont de moins en moins. On voit bien que les grèves, aujourd'hui, on l'a vu pour les retraites, on a beau être massivement dans la rue, ça n'a plus de prise finalement sur ce qui se passe au niveau des politiques publiques. Et la troisième chose, et moi c'est le cœur de mon action, et c'est ce qu'on partage aussi beaucoup avec Charles, c'est le fait que moi à la base je suis une militante plutôt sur les questions climat, on s'est connus d'ailleurs comme ça avec Marie, et je suis venue à la question démocratique en faisant tout simplement le constat que nos démocraties n'étaient pas outillées, pas armées pour faire une transition écologique à la hauteur des enjeux. Que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau d'une région, que ce soit au niveau de municipalités, et même d'organisations comme des entreprises, comme des syndicats. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on met à jour, réinvente nos démocraties pour qu'elles soient en capacité de prendre à bras-le-corps cet enjeu qui est crucial, tout simplement pour notre survie. Donc voilà, pour moi, les 3 points de crise, j'en aurais d'autres, mais c'est à mon sens les 3 principaux. Et je ne l'ai pas dit dans le deuxième, mais évidemment, pour moi, quand je dis les problèmes de manque d'impact aujourd'hui des mobilisations dites classiques, il y a aussi, moi, un truc qui est un signal extrêmement fort. Quand on voit certaines images aujourd'hui de violences policières, c'est un signal extrêmement fort. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire tous les flics sont pourris et c'est eux qui sont responsables. Ce n'est pas mon discours. Mais par contre, ça veut dire qu'institutionnellement, on a un gros problème pour que ça se passe dans notre pays aujourd'hui.
Merci beaucoup pour cette première introduction. On pourra revenir sur tous les éléments que tu viens de mentionner. Je donne la parole du coup à Charles, si tu veux prendre la suite. Merci Marie. Bonjour Fabienne, bonjour Mathilde. Très, 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 très heureux d'être avec Salut vous et de Charles. discuter d'un sujet que vous avez chevillé au corps et que j'ai chevillé au corps et qui est un sujet extrêmement important, pas tant d'ailleurs pour être une fin en soi, mais aussi au service de tout ce que nous devons réussir. Et nous sommes devant des montagnes à franchir, et si je dis ça en étant dans une région un peu moins plate que la mienne, on a des montagnes à franchir qui sont énormes et on n'y arrivera pas seul, on y arrivera avec. Et la question qui nous est posée, c'est comment on change de méthode finalement pour être capable de répondre à ces défis fantastiques devant lesquels nous sommes. Alors Mathilde l'a dit, la période que nous vivons ne fait pas apparaître la crise démocratique. Elle est là depuis longtemps. Et d'ailleurs, l'indicateur de l'abstention en est un, mais il y en a plein d'autres d'indicateurs, puisque si on regarde la démocratie comme étant aussi un état social, ce que ressentent nos concitoyens, il se trouve que dans notre pays, souvent, quand on pose la question, les Français ont le sentiment d'avoir une démocratie pour le moins imparfaite, voire parfois même de ne pas se sentir en démocratie. La crise des Gilets jaunes, un certain nombre de mouvements ont montré que des territoires, des gens se sentent finalement à côté de cette démocratie, ce qui ne veut pas pour autant dire à l'inverse que nous serions dans une dictature. Le sujet est différent, mais en tout cas, on est dans une démocratie considérée comme imparfaite. D'ailleurs, je vous renvoie à un classement mondial des démocraties qui existent, qui est fait par une dangereuse revue gauchiste qui s'appelle The Economist. Vous imaginez comment ça peut être très gauchiste, et qui classe la France seulement au 29e rang des démocraties et qui est en dessous de la moyenne des démocraties dites abouties. On est dans une démocratie imparfaite. Vous irez regarder, il y a plein d'indicateurs qui expliquent ça, mais on a une faible culture politique finalement démocratique. On a une participation citoyenne qui est assez faible finalement par rapport à ce que nous racontons souvent de nous. Nous avons tendance quand même à nous penser comme le berceau de la civilisation, le berceau de la démocratie, et on réinterroge assez peu finalement ce qu'elle est. Et on l'a souvent, d'ailleurs, on la limite à l'idée qu'elle serait simplement une forme de gouvernement ou simplement que l'alpha et l'oméga serait la question du vote. C'est pour ça que j'ai tendance à qualifier la démocratie et parler de démocratie permanente. Et je rajoute souvent une démocratie qui vit et partout et tout le temps. Partout, dans tous les lieux et tout le temps, entre deux élections. Et c'est ça sans doute que nous devons essayer de construire et ne pas nous focaliser seulement sur le temps de l'élection, même si c'est évidemment un rendez-vous important. Beaucoup de principes démocratiques sont en panne aujourd'hui et depuis longtemps, qu'il s'agisse, comme l'a dit Mathilde, de la confusion entre légalité et légitimité. C'est-à-dire qu'on est légalement élu, mais de moins en moins légitimement élu. Et pour autant, dire ça, c'est déjà souvent, on prend un risque en disant ça, en interpellant sur le fait que quand on est élu avec la moitié de la moitié des électeurs, ça commence à être assez faible comme signification. Mais on a aussi, dans notre pays, par exemple, l'affaiblissement du régime parlementaire. Regardez, quand il y a eu le grand débat en France, c'était un grand débat entre le président et le peuple, dans la verticalité. Et où était le Parlement dans ce débat? Il était quasi inexistant. Il n'a quasiment joué aucune partition dans ce processus. Alors, la crise dans laquelle on est, j'aurais plein d'autres choses à dire sur l'état des lieux, évidemment la défiance des citoyens vis-à-vis des institutions, vis-à-vis de leurs représentants, qui ne touche pas que les élus politiques. D'ailleurs, il faut peut-être un peu élargir le périmètre de la question, mais qui la pose évidemment particulièrement à cet endroit. La crise que nous vivons, elle bouscule encore plus. Et on est dans un moment bourré de paradoxes. Voilà, on a à la fois on est en même temps très connectés, puisque le virus nous montre comment nous sommes très connectés. Tout circule vite. Nous sommes un espèce de tout où justement la diffusion du virus peut aller très vite. Et en même temps, nous sommes dans une forme de séparatisme, je vais reprendre le mot pour lui donner une autre signification, où on est chacun envoyé chez nous, où on se sent en même temps très isolé. Et donc, voilà, si la démocratie est aussi un état social, un état des liens et des capacités à faire ensemble, eh ben, on sent bien l'affaiblissement probable là-dessus. Et puis, on sent aussi que la volonté chez les élus de retrouver là peut-être l'opportunité de se relégitimer. Mais je crois que c'est par la mauvaise voie, par la verticalité, par l'idée qu'il y aurait des héros de la crise. Et ça ne se joue pas que nationalement. Dans nos collectivités, tu as cité le président de ta région, mais le mien, qui est d'une autre obédience et qui est d'une obédience socialiste, a la même tentation
finalement des pleins pouvoirs, de la façon de décider tout seul, d'être en verticalité, de considérer que l'efficacité, elle serait là. Et je peux même dire que ça traverse plein de monde, et parfois même des écologistes, sur l'idée que quand même une bonne dictature verte, est-ce que ça ne réglerait pas tous nos problèmes? Et voilà, et on est devant cette question-là, et moi je crois que la voie, et je ne serai pas plus long, la voie, c'est évidemment pas celle-là. Mais ça va être dur d'aller convaincre ça. C'est ça le boulot que nous avons à faire actuellement. Je crois que la voie de l'efficacité, c'est la voie de l'intelligence collective. C'est la voie du faire ensemble. C'est la voie du pouvoir d'agir des citoyens. C'est la voie d'une autre façon de décider. Mais je vous le dis, le challenge est grand. Dans un moment où on doute, on peut se rattacher à ces verticalités. On peut vouloir croire à de l'autorité, à de l'autoritarisme. On peut même imaginer que finalement, une part du vote Front National qu'on a mal analysé souvent est aussi le reflet de cette demande d'autorité, de verticalité, de capacité à décider pour renverser la table. Nous, on doit raconter une autre histoire bien plus complexe. C'est toujours le drame des écologistes, c'est qu'on doit expliquer des choses très complexes de la façon la plus simple et la plus pertinente possible. Mais c'est ça les termes du débat que vous nous proposez, que vous me proposez, auquel je participe avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et du coup, je donne la parole à Fabienne. Oui, alors cette crise de la démocratie, moi j'aurais trois choses. D'abord, deux éléments peut-être de diagnostic qui sont aussi sortir de la passivité. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a trop tendance à dire tous pourris et à dire tous les mêmes, il n'y a plus rien à en attendre. Et non seulement à ne pas être présent dans les bureaux de vote, mais ne s'intéresser même pas au fond des projets, au fond des propositions. Et je voudrais remercier là, les mouvements citoyens, les mouvements climat, les mouvements pour la jeunesse, qui sont en train de s'investir et de reprendre place face à ces citoyens qui sont un peu atones, désespérés. Je ne peux pas leur en vouloir. Mais là, vous incarnez effectivement une autre forme de politisation des débats dont on a extrêmement besoin. La deuxième chose, moi quand j'ai fait Sciences Po il y a de nombreuses années, on commençait à parler de marketing politique. Et je crois qu'on a essayé de nous vendre des hommes politiques comme on vend une glace au chocolat, avec celui qui fait les plus belles promesses. Et on s'est laissé un peu installer là devant notre télévision avec notre glace au chocolat en se disant, celui-là, il est quand même pas mal, il est beau, celui-là il parle bien, celui-là il tâte le cul des vaches et puis il fait des belles promesses et on s'est laissé un peu endormir autour de ça. Et je crois que notre rôle et le rôle que nous devons tous avoir, c'est de rester prudent face à ces belles promesses et de plutôt choisir nos futurs élus non pas en fonction de celui qui nous promet la Lune, mais celui qui est capable, de réévaluer ses politiques, de les évaluer déjà, de créer de l'interaction et de les co-construire, et d'être capable de reconnaître qu'il faut bifurquer, qu'il faut changer, qu'il faut réajuster, et c'est ça qui va recréer de la confiance. Parce qu'au fond, on attend des propositions toutes faites parce qu'on ne sait pas à quoi elles vont servir. Qui est capable de nous dire à quoi sert un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires? Qui est capable de nous dire à quoi sert un contrat de plan État-région? Personne, c'est du jargon techno aujourd'hui. Il faut qu'on reparle aux gens, il faut qu'on soit capable de leur dire pourquoi on fait les choses, comment on va les évaluer et qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche pas et combien ça coûte. Et si on est capable de faire ça, je pense qu'on réintéressera les gens à la politique. Donc, à mon sens, ce que doivent promettre aujourd'hui les nouveaux élus, c'est de recréer des instances où on construit la décision, des instances où on décide et des instances où on met à disposition des indicateurs, des modalités d'évaluation dans lesquelles on implique ceux qui y sont associés, qui en sont les bénéficiaires ou qui sont capables de prendre du recul pour les analyser. Et on a un tissu académique dans nos régions qui est formidable et il faut qu'on s'appuie aussi là-dessus. Merci beaucoup pour ces trois premières interventions. Du coup, sur cette première question du constat, il y a pas mal de questions qui sont déjà posées, donc je vais vous les adresser. Puis après, chacune se sent libre de les prendre et d'y répondre. Voilà.
Donc, une question de Dominique qui demande, face à l'urgence de la crise climatique, sanitaire, démocratique, sociale, etc., et tout ce qui arrive, est-ce que faire de l'éducation citoyenne à la démocratie ne prend pas un peu trop de temps? Et donc, ça rebondit un petit peu sur des propos que vous avez eus, mais je trouve que cette question est assez intéressante. Je veux bien essayer de répondre. Bien sûr que nous sommes devant des urgences, mais ça n'invite pas pour autant à avoir des réponses, sinon à des réponses verticales et des réponses dans l'urgence. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, nous avons besoin de construire cette culture de la participation, parce que si elle n'existe pas, les décisions prises elles-mêmes auront du mal à être mises en œuvre. On l'a vu quand on décide à Paris de l'augmentation du prix du carburant en expliquant que c'est ça et que c'est la transition écologique. Peut-être que le lien intellectuellement, on peut le faire, mais beaucoup de nos concitoyens n'ont vu aucun lien entre cette décision prise en chambre et ce qui se passe dans leur vie réelle. Et donc, je crois que c'est moins efficace et plus long de faire comme ça que de passer par un chemin où on va réapprendre ensemble à prendre des décisions, y compris à prendre des décisions dans l'urgence. Donc, cette éducation collective ou cette émergence d'une culture collective de la participation, de la décision, du pouvoir d'agir, parce que peut-être, je ne l'ai pas dit en introduction, mais pour moi, la démocratie, ce n'est pas juste la façon de décider, c'est aussi la façon de faire ensemble. C'est la reconnaissance du pouvoir d'initiative. Je crois que demain, vous devez, dans votre région, moi j'ai été vice-président en charge des initiatives citoyennes. J'étais le seul en France. J'ai cherché, élu, délégué aux initiatives citoyennes à l'échelle d'une région et à la question de la démocratie. Reconnaître les initiatives citoyennes, c'est faire une partie du chemin. Parce qu'il y a déjà plein de gens qui sont en train de changer le monde. Partout. J'ai fait, et Mathilde le sait, puisque c'est un travail qu'on a fait avec Démocratie Ouverte, j'ai fait une tournée citoyenne dans ma région pendant 1 an, à la rencontre des initiatives inspirantes, à la rencontre des gens en colère ou en lutte, à la rencontre des gens qu'on ne voit pas dans les supermarchés, dans les cafés, dans des communes, dans des fermes, partout. On a été pendant 1 an. On a récolté une matière incroyable pour enrichir la démocratie dans notre région. Plus de 500 propositions pour transformer notre démocratie. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un accélérateur pour construire les réponses que d'aller sur le terrain de la participation. Ce n'est pas un frein. Le frein, c'est quand on décide tout seul et qu'à un moment donné, parce que quand même, on a une capacité d'indignation qui reste, et heureusement, et j'espère qu'elle va rester durablement, mais c'est l'indignation qui est finalement au résultat quand les décisions sont prises sans entraîner un mouvement de transformation. Voilà. Et donc, c'est tellement majeur ce que nous avons à changer qu'évidemment, il faut réussir à associer les gens dans ces changements, sinon on n'y arrivera pas. En tout cas, moi, si je perds cette conviction-là, alors évidemment, je vais perdre la perspective de la démocratie. Il y a eu un sondage qui a été fait à l'échelle européenne auprès de 45 000 jeunes. Je veux dire que c'était assez bousculant. Une part majeure était prête à avoir un président non élu dès lors qu'il apportait des réponses efficaces aux sujets devant lesquels nous sommes. Vous voyez, et on est devant ce risque-là. Et je pense qu'il faut que nous soyons à l'endroit de réenchantement, de redonner de la force, de réaffirmer la question démocratique. Mais par contre, la démocratie, ce n'est pas de la com. La démocratie, ce n'est pas des événementiels. La démocratie, c'est un changement du contrat et un changement de la posture des élus. Si on ne s'attaque pas à ça, ce n'est pas simplement rendre ça plus simple, c'est changer de posture aussi. Et cette posture-là, elle est beaucoup plus riche. On y gagnera, on y sera. C'est une nouvelle légitimité bien plus passionnante peut-être que celle que nous vivons aujourd'hui, où on se fait engueuler quand même tous les 3-4 matins. Voilà. Et donc, il y a une autre voie à jouer. Si je peux compléter ce que dit Charles, moi j'ai l'impression qu'il y a un enjeu à faire passer, à arrêter de prendre les citoyens pour des enfants en fait. Je prends 2 exemples qui cassent cette idée de la dictature, ou en tout cas les pouvoirs centralisés, c'est plus efficace que quelque chose de plus parlementarisé ou de plus démocratique. Vous regardez ce qui se passe, vous comparez l'Allemagne et la France aujourd'hui, juste tout simplement sur la question du Covid, urgence sanitaire. L'Allemagne, qui est un pays parlementaire beaucoup moins centralisé que la France, ça se passe beaucoup mieux. Parce qu'aussi on responsabilise les gens, et la manière de prendre des décisions, ce n'est pas un bonhomme tout seul qui décide chez eux. Donc, on voit bien que là, si on compare ces 2 exemples-là,
c'est pas parce que tu es plus centralisé et plus vertical que ça marche mieux forcément en temps de crise. Je prends un deuxième exemple, la Chine. La Chine, si elle a bougé sur les questions, si elle est en train de bouger sur les questions écologiques après avoir rien fait pendant un certain temps, c'est parce que ses citoyens étaient prêts, et c'est la première et seule raison pour laquelle les citoyens étaient prêts à se battre et à se mobiliser et commencer à le faire, c'est pour les questions de santé environnementale. À force d'avoir toutes les entreprises qu'on a délocalisées chez nous, chez eux, ils étaient en train de crever. Donc les Chinois ont commencé à se rebeller. Face à cela, le gouvernement chinois, dictature, a décidé de prendre en compte cette aspiration-là et de faire un cap pour garder le pouvoir. Donc on voit bien là qu'il y a un moment où c'est quand même une aspiration citoyenne qui a fait pousser la Chine dans ce sens-là. Donc je dis juste ça pour casser un peu des deux exemples bien différents, pour casser un peu cette image-là, parce que c'est une image qui est entrée dans nos têtes et qui est liée aussi à un récit très patriarcal qui est en train d'être déconstruit par une nouvelle génération. Et je pense qu'il y a vraiment un nouvel équilibre à trouver entre élus et citoyens, à la fois des élus qui doivent moins prendre pour des enfants les citoyens, et en même temps des citoyens qui doivent accepter d'être responsabilisés, donc d'être davantage en responsabilité. Et je pense que beaucoup d'entre eux y sont prêts aujourd'hui. Fabienne, ton micro n'est pas ouvert. Je veux bien apporter un témoignage complémentaire. Je crois que la question pose effectivement la notion de décision à prendre dans le temps qui presse, mais pour le temps long. Et c'est ça aussi qui est compliqué à porter. Et je crois qu'aujourd'hui, pour porter des décisions sur le temps long, il faut les co-construire et il faut que tout le monde en soit un ambassadeur. Et c'est la meilleure manière de faire en sorte de créer de l'adhésion à ces propositions. Aujourd'hui, on l'a vu, la taxe carbone n'est pas passée parce qu'on la passe en force. Toutes les décisions qui passent en force sont contestées. Et c'est un point, à mon sens, fondamental. La deuxième chose, c'est la question de la diversité. Je crois qu'aujourd'hui, on a des hommes politiques à l'échelle nationale qui sont tous issus des mêmes écoles et qui pensent tous de la même manière. Et on le voit, et qui sont beaucoup plus souvent des hommes, très peu de femmes. Et du coup, on a une pensée politique qui n'est pas complète, qui n'est pas systémique, qui ne prend pas en compte la totalité des enjeux. Et je pense que ce qu'on doit inventer aussi, comme l'a fait très bien la Convention citoyenne, c'est de revoir des modalités de représentation des citoyens qui soient représentatives de différents territoires, de différentes cultures, du genre, de différents métiers. Et c'est à ces conditions-là qu'on facilitera l'acceptation et qu'on gagnera du temps pour mettre en place les politiques que l'on doit mener également. Merci beaucoup. Je vais lever une deuxième question qui a été posée dans le chat de Joël, qui pose la question dans un moment effectivement qui a été soulevé par toutes et tous, hein, mais où l'abstention est grimpante, la légitimité par le vote est de plus en plus, peut être de plus en plus discutée hein, de l'élu. Et est-ce que le tirage au sort ne peut pas aussi représenter une forme de légitimité? Je pose typiquement cette question parce qu'effectivement, dans notre campagne, là au niveau régional, on fait appel au tirage au sort, notamment dans l'établissement, par exemple, de la commission électorale régionale. C'est quelque chose qui a aussi été choisi pour la Convention citoyenne pour le climat. Et du coup, je voulais avoir vos retours sur cette question-là. Je veux bien y aller, expliquer pourquoi est-ce qu'on a poussé cette idée de tirage au sort avec la Convention citoyenne pour le climat, parce que c'est justement, l'idée était justement de proposer un autre type de légitimité complémentaire à l'élection. Moi, je n'oppose pas élection et tirage au sort, je pense que c'est deux manières d'être légitime, mais une légitimité qui est différente. Si on regarde un peu ce que disent les philosophes sur cette question-là, la démocratie, selon Aristote et beaucoup d'autres, juste pour rappel, la démocratie, c'est bien le tirage au sort. L'élection, pour eux, c'est une aristocratie. Et on le voit d'une certaine manière, quand vous regardez l'Assemblée nationale, avec tout le respect que j'ai pour les députés qui font un travail de dingue pour la grande majorité d'entre eux, vous regardez la photo, vous voyez bien qu'il y a un problème. Il y a un seul ouvrier sur l'ensemble des députés français. C'est 20% de la société française. Forcément, derrière, il y a des lois qui sont prises, qui ne sont pas en accord avec la réalité des gens.
Donc le tirage au sort, c'est venir compléter un système électoral qui permet, entre guillemets, d'élire les meilleurs d'entre nous, je caricature, hein, à un système qui est le tirage au sort qui permet d'avoir la représentation du vécu de l'ensemble des Français. Je prends l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat. Bah, typiquement, là, si je continue le fil rouge sur les ouvriers, il y avait 20% d'ouvriers. Et donc, la question sociale et la question de ces catégories sociales est beaucoup plus présente dans les débats que ça ne peut l'être à l'Assemblée nationale. Et donc, moi, il me semble qu'aujourd'hui, oui, le tirage au sort a sa place dans nos démocraties, qu'il faut lui trouver une place institutionnalisée et qu'il faut lui trouver une place en bon lien avec les... Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. J'ai été déçue par certains élus qui ont vraiment pris ça et qui prennent la Convention comme une attaque personnelle en ayant l'impression qu'on vient leur voler leur précarité, alors qu'au contraire, ce qu'on essaye de faire là, c'est d'essayer de compléter notre démocratie pour qu'elle réponde aux aspirations de la société et des gens aujourd'hui, pour éviter que demain, les gens juste mettent à l'eau tous nos élus et notre démocratie pour choisir d'autres types de gouvernements qui seraient beaucoup moins sympathiques, il me semble. Et donc, je crois que de plus en plus d'élus ayant vu des citoyens de la Convention, ayant entendu, rencontré, se sont fait leur avis, ont pu même changer d'avis. J'en ai rencontré bon nombre d'entre eux, mais il me semble qu'il y a vraiment un équilibre à trouver. Et peut-être qu'on n'a pas fait suffisamment de pédagogie sur ce point, mais preneuse de l'avis de Fabienne et de Charles sur ce point. Oui, moi je partage complètement ton point de vue, Mathilde. Je suis convaincue des vertus du tirage au sort. Comme tu le disais, il soit institutionnalisé. Il ne faut pas être naïf. Si on constitue des listes uniquement par tirage au sort, ça devient très difficile. Parce que ça veut dire, est-ce qu'on a des gens qui sont connus? Est-ce qu'on a des gens qui sont capables déjà de mobiliser des réseaux? Est-ce qu'on a des gens qui répondent au code qu'on va attendre dans les médias et au code de bienséance et qu'on va attendre? C'est ça toute la difficulté. Et du coup, on se retrouve en face de nous, si on est dans cette logique, avec des gens qui maîtrisent parfaitement les réseaux, qui cumulent des mandats nationaux, locaux, qui sont dans des partis, qui ont des accompagnements financiers. Et c'est ça le risque. Donc, oui, bien évidemment, il faut travailler sur le tirage au sort. Oui, il faut créer des instances de participation et de décision démocratique, aussi bien à la région, dans les collectivités locales, qui font appel au tirage au sort. Mais attention au maniement de ce type de dispositif qui est très flatteur, mais dans le dispositif électoral et qui risque de nous affaiblir. Je ne sais pas ce qu'en pense Charles. Alors, moi, je dirais que le tirage au sort, mais comme peut-être d'autres outils, sert à améliorer le processus de délibération. C'est-à-dire que c'est ce qui précède la décision. Et c'est ce qu'on fait mal aujourd'hui. Parce que la décision, voilà, le vote est un exercice assez simple, même si parfois on a des doutes sur les choix qu'on doit faire. Mais c'est la préparation et la construction de la décision. C'est là où le bas blesse aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est passé d'une démocratie qui se qualifiait de représentative à une démocratie de la délégation. Dormez tranquille, je m'occupe de tout pendant 6 ans. Et plus dans une démocratie du contrat, de l'interaction. Et pour que ce contrat se réinvente, il faut des processus de délibération qui peuvent être variables, parce que je ne crois pas non plus au grand soir de la participation permanente, partout, avec tout le monde qui sera… Voilà, quand on regarde les exemples au travers le monde, qui ont été des réussites, ça a été soit des temps forts ponctuels, comme dans un petit pays comme l'Islande, quand on a travaillé sur la Constitution, ça a été à Porto Alegre, le budget participatif, mais c'était 10% de la population au plus haut qui a été impliquée dans ces processus. Donc, du coup, il ne s'agit pas de laisser entendre que d'un coup, on va ouvrir la boîte et tout le monde va participer. Mais le tirage au sort est une opportunité pour amener des gens qui n'avaient pas prévu d'y aller, de se retrouver à un endroit. C'est une opportunité pour partir du point de vue des gens et non pas du point de vue déjà décidé, parce que c'est le défaut majeur qu'a eu la démocratie participative. Moi, c'est vrai que je me suis écarté de cette idée-là parce qu'elle a beaucoup déçu. Elle a même parfois remis en scène l'autorité. Quand à la fin, on vous pose une question, c'est « Est-ce que vous êtes bien d'accord avec mon projet ?»
Je caricature, mais parfois c'est à peu près ça la question. Et où, quand à la fin, finalement, le choix que l'on a, c'est la couleur du papier peint. Là, ce qui est différent, c'est qu'on part finalement du point de vue de ceux qu'on embarque à travers le tirage au sort. Moi, ce que je veux dire à travers ça, c'est que le sujet de la démocratie, ce n'est pas que le sujet de la relation entre les institutions et les citoyens. C'est aussi le sujet de ce qui se passe entre les citoyens. C'est aussi le sujet de ce qui se passe dans l'entreprise. C'est aussi 80% du temps éveillé se passe dans l'entreprise. Si on ne s'attaque pas à la démocratie à cet endroit-là, on n'arrivera pas à faire progresser globalement la démocratie. Et donc, du coup, je crois qu'il faut avoir une stratégie globale de transformation de la démocratie à tous les points de vue. Et donc, il n'y a pas un outil miracle. Il y a des outils au service d'une ambition que l'on a. Le tirage au sort sert à certains endroits, mais il y a plein d'autres choses à imaginer, des votations, des ateliers citoyens. La tournée que j'ai faite, moi, franchement, alors il y a quelqu'un qui me posait la question, qu'est-ce que ça a changé pour moi pour la région? Moi, ce que ça a mis en évidence, d'abord, c'est qu'on avait besoin de raconter les belles histoires. On a besoin de raconter toutes ces initiatives, on a besoin de les relier, on a besoin que ça fasse masse, parce que c'est aussi là que la transformation se fait. On a besoin de mieux les accompagner. On a besoin, et ça c'est central, de lieux où ça se passe. On a besoin, moi j'appelle ça les lieux tiers, pour ne pas dire les tiers-lieux, parce que quand on dit tiers-lieux, c'est numérique, obligatoirement. Moi je parle de lieux d'incubation de la citoyenneté, de cette capacité à faire. Voilà, donc je n'ai pas le temps de tout développer. Je vous mettrai dans le chat des documents pour aller, voilà, où je raconte un peu tout ça, où il y a un peu de synthèse sur tout ça. Mais ça a conduit la région, nous, à renforcer un dispositif de soutien aux initiatives citoyennes, à créer un lab régional qui s'appelle Oxygène, qui permet de raconter ces histoires, de travailler ensemble, d'en tirer des enseignements et de faire en sorte que ça vienne percuter les politiques publiques. Parce que c'est ça qui est intéressant. Les initiatives, elles devancent les politiques publiques. Voilà, donc j'ai un peu dépassé la question du tirage au sort, mais parce que j'avais une question dans le chat et j'y ai répondu en même temps, Marie. Alors, pas de souci. Et justement, il y avait aussi d'autres questions et je pense qu'on peut rester un petit peu plus sur ce sujet-là avant de passer aussi à la phase de campagne, parce que je pense que c'est assez intéressant aussi de voir comment on fait campagne de manière démocratique. Mais avant d'aller sur cette question-là, il y avait une autre question qui était posée sur le Facebook Live qui était comment associer au sein de l'institution régionale les citoyens et les citoyennes aux décisions. Donc, effectivement, là, tu viens d'aborder un petit peu ce sujet-là. Je pense que Fabienne aura aussi des éléments sur comment on peut mettre en place des processus de codécision et jusqu'à où on peut aller. Je pense que vous deux, vous pouvez avoir des exemples très concrets là-dessus. Et de même, Mathilde, peut-être pas sur l'échelon régional, et peut-être que tu en as aussi sur l'échelon régional, mais peut-être de manière globale que tu donnes ton éclairage sur des exemples très concrets de construire cette codécision quand on est en situation de pouvoir gouverner et du coup de construire cela avec les citoyens, citoyennes. Alors, tu peux continuer sur ta langue. Ouais. D'abord, peut-être vous dire que la région, pour moi, c'est une échelle pertinente pour travailler cette question. Ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. C'est très récent que les régions se saisissent de ces questions, puisqu'elles étaient plutôt des collectivités un peu techno, un peu, on élabore des stratégies un peu éloignées. La loi NOTRe a bougé des lignes. Elle nous a ramenés dans la vie quotidienne. Je t'écoutais, Fabienne, dans ta conclusion de la séquence d'avant. On est connecté à la vie des gens. L'économie, la formation, les mobilités, même la santé. On intervient sur les questions de santé, l'éducation. Bref, on est au cœur voilà. Donc, chaque niveau de collectivité doit s'inventer sa proximité. Donc, c'est pertinent de la poser pour ça, mais pour une deuxième raison. Et elle est moins explorée, et je crois qu'il faut l'explorer. C'est que nous avons une responsabilité d'aménagement du territoire. Et aménager le territoire, ce n'est pas qu'une affaire d'infrastructure. C'est aussi une affaire démocratique. C'est comment fabriquer des territoires de démocratie. C'est comment, dans la façon dont on va penser l'organisation des territoires, on va penser cette démocratie. Ce pouvoir d'agir, ce pouvoir de décider, ce pouvoir se rencontrer, la capacité à faire du lien. Et donc, c'est aussi ça. Et donc, on peut porter dans nos relations aux entreprises cet enjeu. On peut le porter dans notre relation au territoire. On peut articuler les échelles entre… Voilà, moi, par exemple, je travaille dans la région sur une coopérative régionale de la démocratie permanente. En gros, un peu la CNDP, mais en mieux. Il ne faut pas dire trop fort s'il y a des gens… Moi, je suis membre de la CNDP, alors ce n'est pas bien de dire ça. Mais non, pas, quand je dis en mieux, c'est en plus. Ce n'est pas en mieux. La CNDP, elle est là pour participer à l'organisation de débats publics, de participation du public sur des grands enjeux. Nous ne sommes pas dotés de ça dans les territoires. Et on a besoin de remettre de l'exigence éthique, de la responsabilité et du débat qualitatif. Ça, c'est un premier sujet. Et puis le deuxième sujet, on a besoin de croiser les échelles. Aujourd'hui, les gens, ils sont sursollicités
parce qu'en fait, on est peu articulé avec d'autres niveaux pour penser cette offre de participation aux habitants. Donc, nous, on travaille sur une coopérative qui serait, on l'espère en tout cas, qui impliquerait des collectivités de différents niveaux, pourquoi pas les universités, pourquoi pas d'autres acteurs, et qui serait là pour fournir des outils pour cette participation à tous les endroits, pour organiser qualitativement du débat public, pour être capable de faire du tirage au sort sans devoir payer un prestataire de la démocratie, parce que je peux vous dire que quand même, il y a un petit business autour de tout ça, moi, j'ai fait 3 conventions citoyennes, alors pas de même ampleur dans la région. Je peux vous dire que ça coûte un bras, 2 bras, alors qu'on devrait le systématiser, on devrait être capable de le faire. Voilà. Et donc, il faut aussi avoir des outils. Mettre de l'argent comme ça, c'est extrêmement important d'être capable de le positionner. Donc, la région 1, c'est un enjeu où on peut travailler sur ces niveaux-là. On peut travailler sur la question, évidemment, de l'éducation tout au long de la vie, à la question de la participation. Moi, je me rappelle ce qu'a fait dans votre région Philippe Mérieux, quand il a intégré dans la question de la formation des demandeurs d'emploi, finalement, l'accès à la culture, l'accès au réseau. C'est aussi travailler la démocratie que de faire ça. On n'est pas obligé d'avoir une vision de la formation simplement utilitariste au service du développement économique et d'une certaine conception du développement économique. Elle est aussi au service de la formation des personnes, des hommes, des femmes et de la démocratie. On peut travailler dans les lycées. Nous, on a développé le budget participatif. Et puis plus récemment, moi, j'ai lancé dans ma région une COP régionale. Voilà, la COP mondiale, mais de l'action, parce que ce n'est pas pour faire des trajectoires, on les connaît, les trajectoires, mais comment on passe à l'action. Et ben, dans chacun de nos lycées, on a déployé aussi des COP dans les lycées. Voilà, ça, c'est aussi la démocratie, orientée sur des sujets concrets, et c'est une façon de mobiliser les parties prenantes d'un territoire. Ce qui est urgent de faire, c'est de décloisonner, d'être capable de confronter les points de vue et de mobiliser les parties prenantes. Si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. Je termine là-dessus. Moi, quand j'ai pris ma délégation à la transition écologique, j'ai regardé où on en était dans notre région sur tous les curseurs. On est à la ramasse sur tout. Voilà, il faut le dire, sur l'économie d'énergie, la production d'énergie, l'efficacité énergétique, bref, sur tous les sujets. Par contre, quand chacun a une belle pratique à raconter, mais quand on fait la somme des belles pratiques, il n'y a pas le résultat au bout. Donc, ça veut bien dire que la méthode n'est pas la bonne et qu'il faut changer de méthode. Du coup, qui veut rebondir et merci Charles. Il y avait Mathilde qui voulait rebondir là depuis un moment. Je voulais rebondir sur le tirage au sort pour rajouter 2 choses, mais je voulais du coup vous donner un exemple qui est en lien avec ça. Au niveau régional, la Convention citoyenne existe aussi, puisque la Convention citoyenne Occitanie a été lancée et s'est finie tout récemment. Et c'est un processus qui, pour moi, a énormément de sens, voire encore plus de sens à l'échelon régional, à condition, je pense, qu'à l'avenir, on le focus vraiment sur des sujets qui posent problème au sein de la région, pour que vraiment les citoyens tranchent des problématiques là où c'est compliqué, soit pour les élus de trancher parce qu'il y a des désaccords profonds au sein de leur territoire, ou juste parce qu'il n'y a pas de consensus au niveau des élus de la région. Et donc, moi, il me semble qu'il y a une manière de faire des conventions citoyennes qui doit être appliquée beaucoup plus sur des sujets précis. Et de plus en plus, je suis d'accord avec Charles là-dessus, aller vers des processus de démocratie qui mettent en action derrière. Et je prends un exemple. Oui, ça m'intéresse. Je prends un autre exemple là-dessus. L'exemple de Los Angeles, qui n'est pas à l'échelle régionale, mais qui est à l'échelle locale, communale pour le coup. Le diagnostic de base, quand le maire arrive, c'est quand même un bassin minier avec un niveau de chômage énorme. La manière dont il a fonctionné pour remettre de la confiance au sein de sa population et faire une transition écologique et sociale vraiment ambitieuse, c'est d'abord de redonner confiance par des processus de participation citoyenne, aussi par des processus culturels, du théâtre et ce genre de choses. Et donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on recrée société avant de se fixer communément un cap et être capable de lâcher parfois en tant qu'élu du pouvoir pour que les citoyens se responsabilisent, mais aussi derrière se mettent en action avec vous et pas sous l'ordre juridique derrière de lois que vous auriez votées. Et je finis juste sur le tirage au sort. Je voulais dire 2 autres choses de ressenti, que ce soit de la Convention citoyenne Occitanie ou de la Convention citoyenne Climat. Moi, ça m'a vraiment frappé de voir des gens qui, pour le coup, étaient très, très loin du politique abstentionniste ou même qui n'étaient même plus sur les listes électorales depuis un bon bout de temps,
qui, au début, sont arrivés avec une défiance énorme en disant « moi, je suis là pour regarder, pour voir si ce n'est pas une manipulation, qu'est-ce que c'est que ce truc de Macron, machin », qui petit à petit ont pris confiance, ont vu qu'ils avaient vraiment le pouvoir au sein de la Convention, et qui, à la fin, vous disent, ou même au milieu pour certains d'entre eux, nous ont dit « mais en fait, j'ai compris la difficulté et la complexité de mettre en place des politiques publiques, l'intérêt aussi, et donc je revote ». Des gens qui ne votaient plus, qui ont revoté aux élections municipales derrière moi. Et puis, des personnes aussi qui ne sont pas dans une logique partisane. Quand vous regardez, moi j'ai une énorme frustration par exemple quand je vois l'Assemblée nationale où je vois des élus qui finalement sont obligés de voter ce que le parti politique leur a dit. C'est particulièrement vrai par exemple pour les députés de La République En Marche aujourd'hui sur les questions écolo, où tu as l'impression qu'ils votent des trucs auxquels ils ne croient pas, mais ils les votent parce que le parti a dit blanc. Et là, dans ce type de processus de tirage au sort, ça n'existe pas, parce que chaque citoyen tiré au sort est libre à tout moment de changer d'avis. Et ça, il y a eu plein de changements d'avis, des climato-sceptiques qui sont devenus convaincus, des gens qui ne croyaient pas en l'obligation de rénovation thermique qui sont convaincus. Enfin, je ne vais pas donner plein d'exemples, mais ces deux choses-là me semblent clés, de rabibocher ceux qui sont loin de la politique avec le politique et sortir finalement des règles partisanes et revenir à des délibérations citoyennes pures. Pardon Fabienne, je crois que tu voulais rebondir. Et d'ailleurs, moi j'ai une question pour toi, Mathilde. Je me demandais, effectivement, ces conventions citoyennes régionales, est-ce que le risque, ce n'est pas d'avoir une lassitude de la population? Parce que là, on a eu quand même un tour de passe-passe qui a été fait par le gouvernement, par Macron, qui était de dire allez, faites-nous des propositions, on y va franco, puis finalement, non, on ne les met pas en place. Quel est le risque de désenchantement qu'on peut créer? Et est-ce qu'on n'a pas un meilleur compte de se dire qu'est-ce qu'on peut régionaliser dans le programme qui a été fait au plan national? Et est-ce que la convention citoyenne régionale ne sont pas des instances pérennes pendant toute la durée d'un mandat pour mettre des go, des no-go? Quel temps il faut lui donner pour ça? Je pense que ce que tu dis est extrêmement important, c'est-à-dire qu'il y a un gros risque, énorme risque qu'on voit nous émerger côté démocratie ouverte, de ce qu'on appelle chez nous le civic washing, qui est à la démocratie ce que le greenwashing est à l'écologie. Où on voit plein d'élus mettre le mot convention citoyenne parce que ça a bien marché, ça a plu, des citoyens un peu partout, mais pas du tout avec des bonnes méthodologies et souvent avec un système de foutage de gueule. Donc il y a une question de... Et donc c'est pour ça que nous, là, on travaille à un débrief honnête de la Convention citoyenne climat et de la Convention Occitanie pour pouvoir fournir aux élus des règles à suivre ambitieuses pour faire des choses qui tiennent la route et qui répondront à je pense, bon nombre des questions que tu me poses là, Fabienne. Moi, je pense qu'au niveau national, on était conscient que Macron pouvait nous la faire à l'envers, entre guillemets. Et c'est pour ça que le processus, il n'est pas fini, dans le sens où c'est les citoyens dans le processus national qui ont le dernier mot. Et il y aura une session en janvier ou février, une fois que le gouvernement aura fini l'ensemble des projets de loi, pour que les citoyens disent ce qu'ils pensent de ce que le gouvernement a fait de ses propositions. Et donc, si le gouvernement continue le petit jeu qu'il est en train de faire, il va se prendre un carton rouge. Et dans un cadre d'élections présidentielles qui arrivent, là où ils sont tous focus déjà sur 2022, et ce carton rouge, ça devient finalement lui qui voulait utiliser la Convention pour être quelque chose de bénéfique pour lui sur son quinquennat sur l'écologie, va devenir un boulet pour lui sur la question écologique. Et d'ailleurs, on le voit, quand on voit tous les partis écolos et de gauche qui se mobilisent autour de la Convention citoyenne pour le climat, c'est bien aussi pour cette raison-là, c'est du rapport de force politique. Donc ça me semble essentiel. Sur la durée, je pense que ça dépend des problématiques de la région et ça dépend des autres processus de participation citoyenne qui existent. C'est-à-dire que moi, je me méfie beaucoup des couches, sous-couches et surcouches de participation citoyenne où c'est toujours les mêmes qui viennent. Je préfère quelques processus de participation citoyenne bien ficelés, avec des endroits où il y a, entre guillemets, où tout le monde a accès, avec peut-être plus de tirage au sort, des endroits où c'est de l'action, mais je pense que ça dépend vraiment du contexte. Donc, ravi d'y travailler avec toi si besoin pour voir dans le contexte qui est le vôtre ce qu'il en est. Avec grand plaisir. Ouais, merci beaucoup. Je pense qu'on a pas mal d'exemples très inspirants
pour notre projet aussi futur pour la région et pour la gouvernance, une gouvernance renouvelée, effectivement, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je voulais quand même qu'on passe nos 12 dernières minutes ensemble pour aborder le sujet de la campagne. Voilà, comment on mène campagne main dans la main avec l'ensemble des initiatives, l'ensemble des acteurs, des territoires, etc. Comment on arrive à s'ouvrir au-delà des adhérents, des partis, au-delà des personnes de nos électeurs, comment on arrive à écrire la campagne de manière collective. Je pense que particulièrement Charles, tu auras des choses à dire, mais Fabienne aussi par ailleurs, puisqu'on est aussi dans cette co-construction collective au niveau de la campagne. Cet après-midi l'a prouvé. Donc voilà, comment, si vous aviez des pistes, si vous avez des solutions concrètes, des idées sur comment on arrive à aller plus loin aussi que les cercles existants. Et je pense que Mathilde, tu pourras aussi en parler dans la manière dont Démocratie ouverte peut mener son travail aussi en termes de plaidoyer et de sensibilisation, etc. Donc, je ne sais pas qui veut commencer sur cette question. Je veux bien. Je veux bien. Alors, moi, comme je suis chef de file en région Centre-Val de Loire, d'un processus assez inédit, en tout cas dans notre région, mais je crois qu'il est inédit un peu partout à l'échelle d'une région, pour construire ces élections régionales. Nous avons la conviction, et j'ai la conviction, qu'il nous faut, et je l'ai écrit dans mes 10 points, là, j'ai ces 10 points de réflexion, pistes pour travailler ce sujet, la démocratie, que j'ai mis dans le chat, je n'avais pas le temps de développer, mais il y en a un qui est pour moi très important, c'est de repartir de la vie des gens. Et les institutions sont souvent un peu en abstraction par rapport à cette réalité-là. Et repartir de la vie des gens, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas cheminer. Et c'est ce que dit la Convention citoyenne aussi. C'est-à-dire que des gens non convaincus sur un sujet cheminent devant, une fois qu'ils ont accès à une information plurielle, pluraliste, ils cheminent et à la fin, quand même, ils arrivent à l'idée, à certaines idées qu'on peut partager. Voilà, peut-être pas exactement les mêmes, évidemment, mais quand même, et ça produit ça tout le temps. Les 3 conventions que j'ai fait dans ma région, une sur les déchets, une sur la démocratie et une sur la COP régionale, à chaque fois, ça donne le même résultat. Des gens qui n'ont qu'une envie derrière, c'est de s'engager, c'est de repartir et qui ont basculé dans leur point de vue. Voilà, pour beaucoup, pas tous. Certains arrivaient déjà avec des idées, d'autres pas. Donc, nous, on est parti des territoires et on a construit un processus qui s'appuie sur ce qu'on a appelé, alors le titre n'est pas forcément génial, mais en tout cas, ça marche, donc c'est ça l'essentiel, des comités d'initiative dans chacun des bassins de vie de notre région. Le bassin de vie, c'est une échelle très intéressante parce que justement, elle correspond à la vie, parce qu'elle part de ce que les gens vivent, pratiquent comme territoire. Et elle nous sort du territoire administratif avec ses frontières infranchissables, avec ses règles incompréhensibles, avec la bureaucratie qu'il peut y avoir autour de tout ça et la perception que peuvent en avoir les citoyens. Donc, on a construit depuis le premier confinement, ça donne des repères maintenant, le confinement dans le temps. Donc, depuis le premier confinement, on a construit ces comités d'initiative dans tous les bassins de vie. On en a aujourd'hui 21, ce qui représente 550 personnes qui sont embarquées dans notre démarche. C'est juste exceptionnel ce que l'on vit. Et il y a une force énorme dans tout ça. Ces comités d'initiative, ils sont à la fois fabricants du projet, mais aussi ils vont territorialiser le projet. C'est-à-dire qu'ils vont traduire le projet dans des choses intelligibles au plus près de la vie des gens des territoires. Et puis aussi, et c'est peut-être là le point un peu particulier que nous avons fait, c'est que l'essentiel, enfin la part majoritaire de la liste prépondérante sera issue de processus démocratiques qui partent de ces comités d'initiative. Avec des citoyens non engagés dans des partis politiques, ça fait à peu près, dans notre liste, ça fera à peu près entre 35 et 40% de la liste qui sera composée de personnes issues des comités d'initiative. Ils sont en train de tester des modes de désignation très variés, allant du jugement majoritaire au tirage au sort, au vote préférentiel, au pas de vote, où on vous envoie le paquet, vous vous débrouillez. On a une commission de liste avec des tirés au sort qui va faire des scénarios qui seront soumis au vote de l'ensemble des comités d'initiative. Et franchement, on embarque pas mal de forces politiques autour de ça. La seule règle que nous on avait fixée, c'est que tout le monde doit accepter ce processus et se mettre au service de ce processus et non pas devant ce processus. Et ça, je pense que c'est fondamental de repositionner. Moi, je crois dans les partis politiques. Je ne supporte pas l'idée qu'on dise voilà, l'espèce de bashing simpliste sur les partis politiques. Par contre, je crois profondément qu'il faut qu'ils se repositionnent. Je ne crois pas qu'il y a la pureté citoyenne et l'impureté des partis.
Mais je crois que la posture des partis doit être une posture d'émancipation. On doit pousser des listes plutôt que les tirer. On doit mettre de la force dans tout ça, amener de l'ingénierie, de la capacité, de la formation, des moyens, tout ce qu'on veut. Mais on doit accepter, comme demain quand on sera élu, de ne pas être l'alpha et l'oméga de tout ça, de ne pas vouloir tout contrôler, tout maîtriser. Voilà. Et c'est pas facile, mais je pense que c'est la voie de la confiance. Et la confiance, c'est quand même la question clé. Et puis enfin, sur les façons de faire campagne, évidemment qu'il faut qu'elle soit à l'image de tout ce que l'on raconte là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un supplément citoyen qui serait juste un habillage, comme c'est souvent le cas. Et il faut donc que l'ensemble de ce que l'on pratique porte ces valeurs-là, porte ces pratiques-là. Donc, il faut des pratiques où on ne va pas simplement convaincre, mais on va poser des questions aux gens. Une campagne, c'est aussi le moment pour faire émerger. Moi, je suis un des inventeurs d'un truc qui s'appelle le porteur de parole, qui s'est diffusé un peu partout, qui est une façon d'aller dans l'espace public pour partir du questionnement des gens et non pas de nous. Non pas de « vous savez que j'ai raison et que c'est très important ». C'est d'aller là, mais pour vous, qu'est-ce qui est très important? Voilà. Et ce moment-là, il est clé pour établir la confiance. C'est-à-dire le moment où on s'intéresse finalement aux gens, vraiment. Voilà. Et je crois qu'on s'y intéresse tous. Mais la fonction politique nous amène du côté du sachant, de la posture de celui qui sait. Et alors, un espèce de truc un peu dingue, c'est que d'ailleurs, le jour où on est élu, on serait par miracle devenu plus intelligent que les autres. Franchement, ce n'est pas vrai, ça ne sera jamais vrai. On a pris une dose de responsabilité qui est d'essayer de créer les conditions de l'intérêt général et de faire en sorte qu'on arrive, voilà, quand on devient élu, et surtout si on veut être présidente de région, tu vas être la présidente de tous les habitants de la région et tu vas devoir, voilà, tu ne vas pas être juste la présidente de l'écologie, tu seras la présidente qui va porter radicalement l'écologie, mais tu vas être celle qui va devoir organiser la convergence vers l'écologie avec des points de vue assez différents. Voilà, donc la campagne, elle doit aussi être ça, à l'image de ce que tu as envie de porter demain pour la gouvernance. Ouais, je veux bien reprendre le fil et peut-être au débouté, traiter peut-être un petit sujet qui ont été portés dans le chat. Vote majoritaire, oui. Sur la question du vote majoritaire, c'est intéressant le vote majoritaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dispositif en ligne qui permet de classer les candidats entre excellents et à rejeter. Donc, ça permet d'aborder des nuances, de se retrouver derrière un candidat. Et au lieu de cliver en disant « j'avais voté Marie Pochon, mais finalement, je préférais Mathilde Zimmer, zut !» Et du coup, ceux qui voulaient Marie Pochon sont déçus et ça clive. Là, ça permet d'exprimer des nuances et de fédérer. Et c'est très intéressant, notamment dans des dispositifs, par exemple, de désignation de tête de liste. Mais attention, on peut très bien trahir aussi l'esprit, la philosophie de ce vote majoritaire. Si vous classez vos candidats sur excellent ou à rejeter, vous revenez à du vote majoritaire classique, enfin à du vote classique, et il n'y a pas besoin de cet outil-là. Donc ça ne peut pas tout faire, ça ne peut pas tout résoudre, il faut être aussi conscient de ça, et des risques aussi qui peuvent se faire jour, d'entrisme, comme on peut le voir, on a vécu des choses comme ça, j'ai vécu des choses comme ça, qui peuvent trahir l'esprit du vote majoritaire. La question du référendum, bien sûr qu'elle est intéressante, mais on peut aussi se dire que le référendum, c'est ce qui nous reste quand on ne s'est pas mis d'accord. Je crois que ce qu'il faut porter, effectivement, c'est la préparation de la décision. C'est, comme le disait Charles tout à l'heure, la capacité qu'on peut avoir à délibérer, à bonifier des propositions, à prendre des décisions par consentement. Ça, c'est ce qu'on disait ce matin avec Olivier Pastor. Je pense qu'il y a un vrai travail pour que tout à chacun, les têtes de liste, ceux qui vont animer des bassins de vie, puissent être formés à ces prises de décision par consentement, parce que c'est le meilleur moyen d'embarquer le plus grand dénominateur commun dans ces projets-là. Et puis, la troisième chose, c'est plus une posture d'attitude. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur d'accueillir la différence. N'ayons pas peur d'accueillir l'autre et d'accepter l'incertitude. Parce que, comme on le disait, et Charles elle vient de le rappeler, le projet qu'on va porter, ce n'est pas le projet qu'on réalisera.
Parce qu'on va négocier, parce que l'argent public qu'on va distribuer, on va le distribuer à des maires qui seront consentants, qui auront aussi leur propre projet. Et il faut accepter ça. Et ça, je crois que c'est à ce prix aussi qu'on peut développer une démocratie vivante, animée, permanente, comme le dit Charles. Mathilde, tu veux compléter ? Je vais compléter, mais vous avez déjà dit beaucoup de choses. Non, je vais du coup peut-être dire deux choses qui me semblent importantes dans le contexte actuel pour une campagne. Je pense qu'il y a un enjeu, que ce soit au niveau national ou à l'échelon plus local, à casser cette image d'un homme ou d'une femme présidentielle, d'un sauveur. En fait, on en crève. Notre démocratie en crève. Parce qu'à chaque élection, on a l'impression d'élire un sauveur, il nous paraît bien, il nous paraît génial, et puis, putain, 2 ans après, on est tous déçus. Et c'est vrai à l'échelon national très fortement, c'est un petit peu moins vrai, mais ça reste vrai à l'échelon territorial. Et donc, je pense que pour ça, il y a un enjeu à faire une campagne en mode équipe. C'est pas évident dans le monde médiatique dans lequel on vit. Néanmoins, il y a des manières de le faire, et je crois qu'il y a certaines listes qui ont réussi à montrer aujourd'hui que c'était possible. Et ne serait-ce en effet que par les outils par lesquels on constitue la liste. Le vote au jugement majoritaire, évidemment, un bel outil. J'en donne un deuxième, qui est ce qu'on appelle l'élection sans candidat. Donc, vous avez peut-être parlé avec Olivier Pastor ce matin, qui permet vraiment déjà de faire sortir des gens qui ne pensaient pas forcément se présenter. On n'a pas eu le temps, mais c'était trop court. Mais effectivement, c'est un très bel outil. Je précise peut-être en 2 mots ce que c'est. L'élection sans candidat, c'est de partir des critères qu'il faut remplir pour être un bon ou une bonne candidate à l'élection, et ensuite de voir entre nous qui serait le meilleur candidat et de le faire au consentement. C'est une méthode qui a fait ses preuves, qui a été utilisée d'ailleurs par certains collectifs municipalistes pour désigner leur tête de liste et qui a bien fonctionné. Donc c'est un outil alternatif au vote au jugement majoritaire qui a ses défauts aussi. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les deux sont intéressants. L'autre chose qui me semble important dans le contexte dans lequel on est, c'est d'avoir une campagne en mode action. C'est-à-dire de ne pas rester dans les mots, mais dans le contexte social de crise démocratique dans lequel on est. Je pense vraiment qu'il faut réussir, et là c'est vraiment ce que je disais Charles, il faut qu'on arrive à dépasser ce truc de étanche entre parti et société civile. Je pense qu'il y a un nouvel équilibre, une nouvelle alchimie à trouver pour vraiment réussir à être en mode solution et à apporter des réponses concrètes, actives, et pas juste des mots aux problèmes que peuvent rencontrer les gens, et donc de partir de leurs problèmes et d'y répondre pendant la campagne elle-même. Et donc de faire la démonstration de notre utilité sociale pendant la campagne pour ne pas attendre d'avoir forcément le pouvoir pour le faire, tout simplement. Je m'arrête là, il y aurait plein de trucs à dire, mais je vois qu'il est déjà 19h. Marie ? Oui. On te relaisse là. Ouais. Non, mais merci beaucoup. En tout cas, vous avez tous et tous partagé énormément d'idées, d'actions concrètes qu'on peut mettre en place quand on arrive, bien sûr, à la gouvernance d'une région, par exemple, hein, mais aussi dans le cadre de la campagne. Donc, merci infiniment pour toutes ces idées. Je crois que tout le monde est très, très enthousiaste pour continuer à travailler avec vous deux pour construire ces solutions et pour travailler dans le collectif, dans l'intelligence collective et pour construire ces pratiques démocratiques. Moi, je retiens quand même le petit mot de Mathilde sur l'importance de faire équipe. Et je pense qu'on a effectivement besoin de construire cette équipe-là au niveau régional. Du coup, ce sera avec sûrement plusieurs milliers de personnes. On a déjà 3300 signataires de l'appel pour une région résiliente et solidaire. On en aura sans doute beaucoup plus dans les mois à venir. Et déjà, je voulais remercier du coup l'ensemble des signataires qui sont présents lors de ce live. Tout le monde n'est peut-être pas signataire. Du coup, je vous encourage à lire l'appel pour une région résiliente et solidaire en Auvergne-Rhône-Alpes et puis à le signer si vous en êtes d'accord pour rejoindre cette dynamique collective et aussi de démocratie, hein, puisque c'est des conventions des signataires qui vont décider aussi au fil de la campagne de la stratégie qu'on va employer, des têtes de liste, des candidats qu'on va porter, mais aussi du projet qu'on va porter pour la région. Donc, je vous encourage à nous rejoindre. Et effectivement, n'attendons pas d'être au pouvoir pour faire de la gouvernance renouvelée, pour faire de la démocratie. On a aussi le temps de la campagne pour construire déjà ces cadres-là qu'on pourra ensuite mettre en œuvre pleinement
lorsqu'on pourra, à la suite des élections. Merci infiniment à Mathilde et Charles pour votre présence. Je sais merci à vous deux. Merci à tous. Peut-être que Fabienne, tu veux clôturer totalement et merci. C'est l'heure 2 et c'est l'heure de l'apéro maintenant. Donc, je pense qu'il faut quand même qu'on tourne, qu'on se dise au revoir. J'ai été ravie de passer cette journée avec vous tous et merci beaucoup Mathilde, merci beaucoup Charles. Je pense qu'on aura... Les vins de la Loire sont meilleurs, faut le savoir quand même. Tu viendras goûter un petit Julien Bergeron en Savoie. Puis on a quelques Saint-Joseph. C'est vrai, c'est vrai. Mais on t'attend avec grand plaisir et Mathilde aussi. J'espère à très très bientôt en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis j'ai hâte qu'on soit tous les deux présidents de région et qu'on puisse bonifier nos propositions et les étendre à l'échelle de ces deux grandes régions. À très bientôt. Merci à vous, merci Marie pour l'animation. Merci Marie, merci à toute l'équipe, à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. À bientôt.